Bonjour tout le monde. Bienvenue à notre webinaire sur comment devenir travailleur de soins paramédicaux. Donc, aujourd'hui, on a la chance d'avoir Madame Mylène Bertin, enseignante au CCNB et aussi paramédic dans la région du Restigouche, qui va nous parler de sa profession. Donc, je me présente, mon nom c'est Jessica Lagacé, je suis agente de recrutement au CCNB. Puis aujourd'hui, j'avais le désir de vous faire découvrir un peu la profession de travailleur de paramédicaux. Donc, c'est ça. Moi, je ne vais pas beaucoup parler, mais je vais être là pour répondre à vos questions. Donc, si vous avez des questions durant le webinaire, vous pouvez le poser à travers du Q&R ou même dans la conversation. Ce sont deux boutons que vous pouvez peser dans la conversation. Puis, les questions vont être répondues à la fin de la présentation. Donc, gênez-vous pas de poser des questions. Donc, la parole est à toi, Mylène. Merci. Donc, moi, c'est Mylène, comme que Jessica m'a présenté. Je suis quand même assez nouvelle dans la profession de paramédic. Assez nouvelle. Ça va faire 7 ans à la fin de cette année que je travaille dans la région du Restigouche. J'ai commencé à travailler au collège, ça fait environ 2 ans. Je suis présentement la coordinatrice du programme, puis ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui de parler de la job de paramédic. Pour moi, je trouve ça évidemment super intéressant. C'est une job qui est dynamique. On voit de tout, on fait plein d'affaires. Donc, sans plus tarder, on va commencer à parler un peu de justement qu'est-ce qu'un travailleur paramédical, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on mange en hiver, qu'est-ce que vous avez besoin pour devenir travailleur paramédical. Donc, qu'est-ce qu'un travailleur paramédical? Jusqu'à tout récemment, on vient d'être reconnu comme des professionnels de la santé. Donc, on va s'occuper des soins, autant médicaux que traumatiques, de nos patients dans des milieux préhospitaliers et des milieux extra-hospitaliers. Donc, vraiment, tout ça qui sort à l'extérieur des hôpitaux ou des centres de santé, c'est nous qui va prendre en charge les patients qui ont besoin d'aide médicale. On travaille aussi avec d'autres services d'urgence, comme les premiers répondants, pompiers, police, ou d'autres services de soins médicaux d'urgence. On a plusieurs personnes qui font partie des premiers répondants qui ont plusieurs cordes à leur arc. Donc, nous, on peut travailler avec eux. Comme j'ai dit un peu, notre champ de pratique, très large, très diversifié. Ça fait que c'est un gros atout, je trouve, de notre profession. C'est qu'on fait vraiment beaucoup de choses. On touche à vraiment beaucoup de choses sans aller trop en profondeur dans chacune des trucs, mais on a un champ de pratique très large et très diversifié qui ne cesse de s'élargir et qui ne cesse d'ajouter des nouvelles tâches plus que la profession évolue. On sait que le domaine médical, juste en général, c'est un domaine qui est en constante évolution. Ça fait qu'on n'est pas exclu de l'évolution qui vient en très grande vague dans le domaine médical. Comment savoir si que la profession paramédicale, c'est pour vous? Premièrement, on ne peut pas passer à côté. Si vous aimez aider les autres, of course, la profession paramédicale, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour vous. C'est le premier gros point, un incontournable de vouloir faire une petite différence dans la vie de quelqu'un, que ça soit de l'écouter quand il a besoin de parler, puis il n'y a personne, il n'y a pas d'oreille pour lui, ou d'aller plus dans le côté médical de la chose, puis d'aider quelqu'un qui est après d'avoir une crise cardiaque, par exemple, puis de faire un petit changement dans la prise en charge de ce patient-là. Si c'est quelque chose qui vous valorise, si c'est quelque chose que vous aimez, c'est un premier bon étape pour poursuivre une carrière en paramédecine. Si vous aimez l'action, vous êtes intéressé par un travail qui est varié puis imprévisible, ça coche beaucoup de notre job. On se rentre au travail le matin ou on rentre au travail le soir. C'est une boîte à surprise. On ne sait jamais sur quel genre d'appel qu'on va arriver, sur combien d'appels qu'on va avoir besoin de répondre dans notre corps de travail. Donc, puis pour la plupart du temps, c'est sûr qu'il peut y avoir quand même assez d'action. Ça fait que
quelqu'un qui aime bouger, quelqu'un qui n'aime pas rester en place, paramédecine, encore une fois, ça coche la boîte. Vous aimez relever des défis, analyser, résoudre des problèmes. Il y a une très grosse partie de notre job, c'est une résolution de problèmes constante, soit pour nous autres, de la façon qu'on a besoin d'approcher notre traitement dû à notre environnement de travail qui n'est pas régulier. Un exemple avec ça, un accident de voiture, c'est quand même assez commun comme type d'appel que les paramédics vont avoir besoin de répondre dessus. C'est quand même assez rare qu'il va y avoir 2 accidents de voiture que ça va être exactement la même prise en charge pour le patient. Ça fait que à chaque fois qu'on arrive sur une nouvelle scène, sur un nouvel accident, juste le layout, excusez mes termes anglophones, mais juste les layouts de maison, la façon que c'est fait, des fois pour sortir un patient qui n'est pas capable de sortir par lui-même, qui n'est pas capable de marcher pour X, Y, Z raison. On a tout le temps besoin de se gratter la tête pour essayer de résoudre des petits problèmes ou de s'adapter à notre environnement qui est jamais pareil, dans le fond. Ça peut être très, très intéressant et très challenging comme métier. Si vous possédez un bon sens de responsabilité, on n'a pas un travail qui a nécessairement toujours de la supervision de notre supérieur avec nous autres. Qui est un autre bon point, si c'est quelque chose qui vous intéresse, d'avoir un peu cette flexibilité-là. Tous les soins qu'on fait, les techniques qu'on apporte, c'est tout nous puis notre partner, on est toujours 2 évidemment, c'est toujours nous puis notre partner qui prend les décisions. Mais avec prendre des décisions, tu as besoin d'avoir quand même un sens de responsabilité. Donc, autonomie, responsabilité, des qualités quand même assez importantes pour être un bon travailleur paramédical. Travail d'équipe, comme je viens de mentionner, on travaille toujours avec notre partner, donc travail d'équipe est constant, minimum avec une autre personne, mais comme que j'ai mentionné tout au début, on travaille aussi quand même assez proche avec nos pompiers sur des scènes d'accident, par exemple, puis avec nos policiers pour plein d'autres situations. Ça fait que travail d'équipe, très présent. Puis on ne peut pas oublier non plus notre personnel à l'urgence qu'on va voir souvent aussi avec nos appels, bien sûr, c'est qu'on transporte le patient à l'hôpital. Si vous possédez des bonnes aptitudes en communication puis en relations interpersonnelles, c'est des choses qui se développent, c'est sûr, mais si c'est déjà un acquis, tant mieux. Communiquer, 80% de notre travail. À être capable d'avoir une bonne conversation avec le patient, vraiment 80% de notre travail. C'est sûr que... Oh, excusez-moi. On va juste mettre ça sur pause. J'ai un petit mannequin pour la fin de la présentation. Ça fait qu'on va arriver là en temps et lieu. Mais là, j'ai une petite alarme qui s'amusait à sonner. Ça fait qu'un petit suspense resté jusqu'à la fin, il va voir quelque chose juste en arrière qui se cache puis qui fait du bruit tout de suite. Qu'est-ce que je disais? Communication, there we go. So, 80% de notre travail, une grosse communication avec nos patients, super important. Communication avec le personnel à l'hôpital également. Relations interpersonnelles. Tout vient vraiment main dans la main avec ça. Puis, c'est comme que je dis, si c'est déjà un acquis, tant mieux. Personnellement, quand j'ai commencé mon emploi en tant que paramédic du haut de mes 21 ans, mes skills de communication n'étaient pas les plus développés, mais on apprend, c'est une courbe d'apprentissage très, très à pic en paramédecine. Puis c'est de s'adapter à ça, puis de se développer des skills de communication, relations interpersonnelles pour apprendre à communiquer avec différents groupes de patients, différents groupes d'âge. C'est sûr qu'on n'approche pas un patient de 5-6 ans de la même façon qu'on va approcher une madame ou un monsieur de 80 ans et plus ou quelqu'un qui semblablement la même âge que vous avez. Donc, communication, très, très, très important. Être capable de travailler sous pression, gérer son temps, gérer son stress. Of course, travailler dans des situations d'urgence, ça peut impliquer des situations que c'est normal d'être stressé. On est tous des humains, on a toutes des émotions. Moi aussi, j'ai le droit de vivre un stress sur un appel. C'est juste qu'il faut que tu es capable de gérer ton stress pour être capable de quand même faire tes soins que tu as besoin d'apporter. Donc, être capable de bien gérer la pression, être capable de bien gérer son temps sur un appel pour faire sûr que
Le plus de temps qu'on devrait passer sur une scène, c'est environ 20 minutes. C'est normal que des fois, on peut dépasser cette 20 minutes-là, mais d'avoir une petite horloge interne qui te dit, OK, là, ça fait déjà 15 minutes, je suis là, j'aurais besoin de commencer à initier mon transport parce que autant qu'on fait énormément de soins, le soin vraiment final que le patient a besoin, ça va être l'hôpital qui va l'offrir. Dépendamment du type d'appel, on va en parler un petit peu plus loin. Des fois, on fait énormément de différences, puis des fois, on apporte notre patient à l'hôpital, puis il est déjà prêt à recevoir son congé de l'hôpital tellement que nos soins, puis les médicaments qu'on se fait ajouter sont très, très performants. Un autre point, vous vous sentez bien dans un environnement qui est en constante évolution, comme j'ai déjà mentionné, médical, ça change toujours, toujours, toujours. L'éducation continue dans n'importe quelle profession en santé, c'est quelque chose, on s'en échappe pas, c'est quelque chose qu'on a besoin de faire de façon obligatoire 2 fois par année, de faire de la formation continue pour faire sûr qu'on est encore à jour dans nos prises en charge, dans nos protocoles, s'il y a des protocoles qui changent justement à cause qu'il y a eu des changements. Bref, ça évolue tout le temps, tout le temps. Ça va faire 7 ans bientôt que je suis paramédic dans la région. J'ai dû voir des changements de protocole trop de fois pour que je peux les compter sur mes 2 mains déjà dans ma quand même assez jeune carrière de paramédic jusqu'à présent. C'est quelque chose, le changement, si vous êtes à l'aise avec ça, une autre bonne qualité à avoir en tant que paramédic. Puis évidemment, le dernier point, il faut avoir un intérêt quand même en sciences puis en travail de soins de santé. Personnellement, quand moi je m'inscris en paramédic, quand j'étais à la polyvalente, j'étais comme, je sais, je veux aller en santé, mais je ne sais pas quoi. On dirait que tout m'intéressait. Tout me semblait le fun, tout me semblait intéressant. Puis le travail en santé, si tu vas prendre un cours, pour la plupart du temps, on se concentre sur une tâche. Nos infirmières ont fait beaucoup, 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 mais technique ECG font le ECG. En inhalo, c'est tout ça qui va se rattacher vraiment au système respiratoire seulement. Ça qui est très, très intéressant pour paramédic, c'est qu'on va toucher le système respiratoire, on va toucher le système cardiaque, on va toucher le système squelettique, tegumentaire, on fait vraiment, vraiment de tout. Ça fait que c'était vraiment, vraiment intéressant pour moi d'avoir cette diversité-là de tout et de rien en même temps. On fait absolument plein de choses différentes. Fait c'est vraiment le fun de ne pas juste se concentrer sur un système parce qu'on n'est pas capable de choisir lequel on préfère. Bref, si je peux vraiment résumer ça, vous aimez la science, vous voulez aider les autres, vous trouvez ça intéressant de travailler à l'extérieur d'un hôpital, d'un milieu qui change, puis avoir des surprises sur tout, ben peut-être que pousser un petit peu plus loin vos recherches, puis j'espère que le webinaire va vous ouvrir un peu ou vous aiguiser un peu l'appétit pour venir chercher un peu plus d'informations sur la job de paramédic après. Oh, avant de juste commencer la vidéo, petite vidéo qu'on va vous présenter sur le programme de soins paramédicaux primaires qui s'offre ici au campus à Hamilton. Ça fait, je commence avec ça. Le programme de soins paramédicaux primaires qui est offert au campus de Hamilton d'une durée de 54 semaines permet à préparer l'étudiant pour se rendre sur le marché du travail puis travailler comme travailleurs paramédicaux. Durant leur formation, l'étudiant va voir l'anatomie et la physiologie de différents systèmes du corps humain, ainsi que des traumatismes mineurs et des traumatismes majeurs afin de les préparer pour le marché du travail. Ceci inclut aussi l'administration de médicaments ainsi intraveineuses. Avec les notions apprises en classe, nous les appliquons ensuite en laboratoire. Tout l'équipement qui est présent en laboratoire se retrouve aussi sur l'ambulance. Donc, on peut voir au niveau de simplement comment manipuler la civière, qu'au point à faire des soins au niveau respiratoire ou même soigner des patients au niveau traumatique. À l'intérieur de 54 semaines, ceci inclut aussi des stages d'observation d'une durée de 2 jours, un stage clinique d'une durée de 1 mois, et ainsi qu'un stage de préceptorat sur l'ambulance d'une durée de 12 semaines. À la fin du programme, l'étudiant doit
faire l'examen provincial. Un coup, l'examen provincial est réussi, il peut s'intégrer au niveau du marché du travail. Si c'est un domaine qui vous intéresse, contactez-nous, venez nous voir. On serait prêt à vous accueillir, venez passer une journée avec nous en classe pour découvrir plus en détail notre programme. Donc, une vidéo quand même assez court, mais qui résume très bien qu'est-ce qui est notre cours, qu'est-ce qu'on offre, qu'est-ce qu'on voit. Vous pouvez voir dans la vidéo qu'on a une ancienne ambulance ici au collège pour justement pratiquer nos étudiants avec l'ambulance aussi, faire vraiment des soins d'un véhicule en mouvement pour vraiment les habituer à travailler vraiment dans la réalité du travail. Parce que faire des intraveineuses, qui est une des trucs qu'on peut faire comme soin chez nos patients, faire des intraveineuses assis sur une chaise en laboratoire, sur un faux bras qui ne bouge pas du tout, ça peut être facile, mais le faire d'un véhicule en mouvement dans les routes avec nos conditions de route qui ajoutent d'autres défis, c'est un autre jeu, là, c'est une autre situation. Donc, vraiment le fun. On a vraiment beaucoup d'équipements pour favoriser l'apprentissage de nos étudiants, qui est super. Donc, préalable pour suivre notre formation, pour venir s'amuser avec tous nos jouets formidables et merveilleux dans notre laboratoire. Première étape, diplôme d'études secondaires nécessaire. Avec ce diplôme secondaire-là, vous avez besoin d'une bio avec une note de passage de 65 parce que je crois que la note de passage est un peu inférieure à ça dans les écoles secondaires. Donc, bio, note de passage de 65. Niveau des maths, sont listés là les maths qui seraient nécessaires. Si les maths ne sont pas votre force, inquiétez-vous vraiment pas pour venir dans le cours. Multiplication croisée et les résolutions de problèmes mathématiques le plus en profondeur qu'on y va. Ça fait que c'est quand même assez de base le niveau de maths nécessaire pour venir faire être un paramédic dans le fond. Les autres préalables, ça s'applique plus au stage, mais je tenais à en parler parce que c'est quand même quelque chose qui est nécessaire pour poursuivre en tant que paramédic. On a un test d'aptitude physique qui est exigé par notre employeur pour être considéré apte à faire notre job pour travailler pour les stages puis pour votre embauche après. C'est pas une surprise. Paramédic, on fait quand même un peu de travail physique. On a besoin de lever des personnes, on a besoin de lever certains trucs autres que des personnes sur des accidents de voiture. Nos pompiers nous aident beaucoup, évidemment. C'est surtout des patients qu'on a besoin de déplacer. Nos sacs, nos équipements, notre civière, on a une chaise d'évacuation pour les marches. Ça fait qu'il faut quand même qu'on est capable de lever, je pense, le maximum de poids dans le test physique qu'il faut lever, c'est environ 100 livres. Ça fait que quand même assez facile à réussir. Il y a une petite partie cardiovasculaire aussi, ça fait que c'est quand même important d'avoir un bon cardio également. Mais personnellement, ce que je dis à mes étudiants pour le côté physique de la job, vraiment, c'est les jambes. Faut pas qu'on lève avec nos bras, faut pas qu'on lève avec nos dos pour justement notre santé, notre sécurité. Ça fait que vraiment, la grosse partie, avoir des bonnes jambes, être capable de bien soulever avec des jambes. Les techniques de levage, c'est des choses qu'on apprend pendant le cours pour justement faire vraiment, vraiment attention au dos. C'est un risque du métier de se blesser le dos à cause qu'on ne lève pas de façon appropriée ou la position du patient puis l'endroit du patient nous force un peu à lever pas de la façon la plus sécuritaire pour nous. Ça fait beaucoup d'éducation à ce niveau-là pour vraiment maintenir notre santé et notre sécurité pendant nos levages pour nos patients. 19 ans nécessaires pour l'embauche avec Ambulance Nouveau-Brunswick, qui est notre employeur principal dans la province. Donc, avoir l'âge majeur. Puis le bilinguisme, très, très gros atout.
pour travailler n'importe où dans la province. Dans les régions plus bilingues, évidemment, c'est une grosse nécessité. Par contre, avec Ambulance Nouveau-Brunswick, la façon que les ambulances sont staffées, il y a toujours un paramédic bilingue et un paramédic qui peut être unilingue pour faire sûr de toujours bien offrir l'offre active, qui est obligatoire au Nouveau-Brunswick. Notre programme, comme que Bruno, mon collègue, l'a mentionné dans la vidéo, formation, 54 semaines. Ça fait que c'est 1 an et demi environ. Ça inclut les stages, très grosse portion de stages. On a 2 semaines environ d'un milieu hospitalier, puis 12 semaines dans le milieu vraiment avec Ambulance Nouveau-Brunswick sur les ambulances. Le coût au CCNB va être estimé à environ 8 000 $. Ça inclut les uniformes, ça inclut l'achat d'un stéthoscope qui est très fortement recommandé pour les stages. Ça va inclure la tuition, ça inclut les manuels de cours également. Ça fait que c'est vraiment un estimé rounded up là, pour vous donner une idée de qu'est-ce que c'est. Puis, contrairement aux autres collèges qui donnent le cours de paramédic, au CCNB, c'est la place la meilleure côté financier pour venir prendre la formation. Le reste, les collèges privés, le cours peut augmenter jusqu'à 20 000 $ pour aller prendre la formation. Comme j'ai mentionné, notre programme va combiner évidemment quand même une bonne partie théorique puis une formation sur le terrain. On a énormément de portions de laboratoire dans notre programme aussi, mais on ne peut pas passer à côté la théorie qui peut être un défi pour certains étudiants, mais encore une fois, la bio, le plus que vous pouvez en prendre, si que paramédecine, c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse. Le plus de bio vous faites, le plus facile que votre cours de paramédic va être. Il y a beaucoup de personnes qui prennent paramédic comme un deuxième choix aussi parce que le premier n'a pas marché. Si que le premier était en santé, probablement que votre cours de médic va être quand même assez relativement facile côté théorie, du moins. Mais très grosse partie en lab, très grosse partie pratique. Donc, je dirais c'est 50% de temps en classe, 50% de temps en laboratoire, si pas plus en laboratoire. On a un examen d'association à la fin du cours, donc à la fin du programme, après le succès des stages et tout, on ne peut pas travailler en tant que paramédic si on n'a pas l'examen d'association pour avoir notre licence. On est comme n'importe quel autre programme de santé à ce niveau-là. Il y a plusieurs autres programmes qui exigent une licence pour avoir le droit de pratiquer. Nous, notre examen coûte 700 $ pour passer l'examen. Puis, notre licence paramédicale qu'à chaque année, on devra payer est 410 $. Donc, la première fois qu'un nouveau paramédic s'inscrit, c'est quand même un coût un peu élevé pour avoir la licence la première fois dans les mains, mais un coup que c'est fait. Puis, à chaque année, c'est juste 410 $ pour renouveler la licence puis garder une licence active. Notre structure du programme, juste pour vous donner une idée un peu qu'est-ce qu'on touche, c'est vraiment tous les systèmes du corps. Ça fait qu'on a un cours pour chaque système. Puis avec ces cours-là, on a un cours d'introduction à la profession, on a un cours de communication professionnelle, justement pour apprendre à communiquer avec nos patients, apprendre à documenter bien, des choses comme ça. Évaluation du patient puis de la scène, l'étape 1, de commencer vraiment notre cours qui va rentrer vraiment dans la paramédecine. Ensuite, on poursuit avec tous les systèmes, donc musculaire, squelettique, tégumentaire, immunitaire, respiratoire et cardiovasculaire sont les deux plus gros cours au niveau de notre programme. Gastro-intestinal, génito-urinaire, reproducteur, système nerveux, endocrinien. On parle un peu de la santé mentale, c'est quand même des types d'appels qu'on reçoit assez fréquemment en tant qu'ambulancier et ambulancière. Patients à conditions particulières, on parle de nos personnes âgées, qui est une très grosse partie de nos patients également. On parle des patients pédiatriques, qui est heureusement une petite partie des patients que nous, on ramasse, mais du moins très important d'en parler. Puis on parle conditions particulières des patients qui seraient bariatriques également. Les défis que ça apporte.
Conduite d'ambulance, contrôle de la scène, on a un cours avec une partie vraiment pour pratiquer à conduire l'ambulance. C'est quand même un gros véhicule, vraiment pas compliqué à conduire. C'est long, c'est un peu plus large. Faut juste faire attention pour pas embarquer sur nos trottoirs à chaque fois qu'on va faire un tournant, puis d'apprendre à conduire avec quelqu'un qui travaille en arrière, quelqu'un qui est malade en arrière, qui est en douleur, etc. Donc, vraiment rien de trop compliqué, mais du moins, on a un cours pour aider avec ça. Qu'est-ce qui vient aussi avec conduite d'ambulance? On a besoin d'une une licence quand même particulière pour conduire les ambulances. Licence pour conduire les autos, là. On a besoin d'une classe 4. Ça fait que dans ce cours-là, les étudiants se pratiquent vraiment à conduire l'ambulance pour aller faire leur test de conduite, leur test de route par la suite au service Nouveau-Brunswick. Intégration à la pratique paramédicale, c'est le dernier cours avant que nos étudiants s'en vont en stage. Donc, c'est vraiment un gros cumulatif de tout ça qu'on a vu au cours de l'année. On fait beaucoup de laboratoires. C'est juste du lab pour faire sûr que quand nos étudiants vont rentrer en stage d'application, qui est notre stage à l'hôpital, il va être prêt et encore plus prêt pour notre stage d'intégration, qui est le gros stage au niveau des ambulances. Qu'est-ce que une journée typique a de l'air? C'est vraiment difficile de le summer up. Mais bref, journée typique, vérification de l'ambulance, un paramédic avec toutes ses connaissances. Si on n'a pas d'équipement, on ne peut pas faire grand-chose. Fait qu'on vérifie l'ambulance, nos sacs sont là, nos équipements sont là, on a 4 roues, un volant, on est good to go. C'est un peu plus compliqué que ça, mais en gros, c'est pas mal ça. Une très grosse diversité d'appels rencontrés. Si on peut diviser ça en deux vraiment parties, on a médical, traumatique. Nos appels médicaux qui seraient nos crises de cœur, qui seraient nos œdèmes pulmonaires, des patients diabétiques qui seraient en hypoglycémie. C'est tous des appels médicaux qu'on peut avoir. Puis nos traumatiques, évidemment, nos accidents de la route, nos fractures, le côté plus wow du travail. Bref, wow. N'importe quel paramédic a une petite flamme pour un appel traumatique. C'est intéressant, c'est visuellement intéressant. Mais par contre, les appels médicaux, personnellement, moi, c'est ceux-là que je préfère. Je trouve que c'est ceux-là qu'on fait une grosse différence pour notre patient. Mes préférés, les hypoglycémies. Nos patients diabétiques, que leur sucre descend un peu trop bas, ils deviennent confus. Si ils descendent trop bas, trop longtemps, ça peut être vraiment dangereux pour notre patient. Puis c'est un appel qu'on fait vraiment une grosse différence. Ça fait notre première tentative serait d'essayer de placer une intraveineuse pour notre patient pour essayer d'y donner un peu de sucre directement dans les veines pour faire monter son taux de sucre dans son sang directement. Ça fait c'est des patients que, pour la plupart du temps, si notre traitement fonctionne bien puis qu'on ne soit pas rendu à donner du glucagon parce qu'on a 3 types de médicaments différents pour les hypoglycémies, si notre traitement fonctionne bien, ces patients-là, pour la plupart du temps, n'ont même pas besoin de venir à l'hôpital parce qu'on est capable de les prendre en charge vraiment de A à Z. Puis c'est quelque chose que moi, j'adore. Nos œdèmes pulmonaires, même chose. Les personnes qui ont du liquide qui se ramasse un peu dans les poumons, on peut donner des médicaments puis un CPAP qu'on appelle pour vraiment décoller ce liquide-là. Puis la différence qu'on fait visuelle d'un patient qui est vraiment en détresse respiratoire ou qui est vraiment à un niveau de conscience altéré à cause d'une hypoglycémie, de voir vraiment tous les soins, bref, je trouve ça super gratifiant puis validant comme prise en charge, comme type d'appel. Nos traumatiques, c'est le fun à voir, une fracture ouverte. C'est super. À voir pour moi, pour mes patients, c'est un peu désolant, mais c'est pas moi qui va aller arranger là. C'est pas moi le chirurgien orthopédique, malheureusement. C'est le fun à voir, c'est le fun à prendre en charge, mais tu ne vois pas le résultat final. Puis avec la nature de notre job, ben, on perd un peu la prise en charge finale de notre patient. Défi du métier. Évidemment, il y a des petits côtés, là, je le vends parce que moi, j'aime bien ça, puis j'adore ma job. Mais ça vient avec des petits défis. Nos horaires sont irréguliers. On fait des chiffres de 12 heures. Ça fait qu'on peut commencer à 6 heures le matin. On ne sait jamais vraiment à quelle heure qu'on va finir.
on peut être mis dans des situations émotionnelles, des environnements au stress. On est très bien encadré pour ça. On a des personnes à qui on peut parler, qui peuvent nous écouter. Mais bref, ça reste quand même qu'on est un métier qui est quand même assez à haut risque de stress post-traumatique. Donc, les petits côtés moins le fun, mais du moins... sont là, puis il faut juste les accepter, puis parler quand on a besoin de parler, puis si des horaires irréguliers, c'est pas vraiment quelque chose qui vous dérange, well, ça sera pas vraiment un défi pour petit travail, évidemment, petit. Très gros travail d'équipe avec le personnel hospitalier, comme que j'ai déjà parlé. Puis, important de mentionner aussi nos répartiteurs d'urgence, lesquels qui nous donnent vraiment toute l'information avant qu'on arrive sur scène. Opportunité de carrière énorme. On est en très, très grosse demande, particulièrement dans le Restigouche. Mais bref, plusieurs postes disponibles avec Ambulance Nouveau-Brunswick. Le salaire d'entrée d'un employé occasionnel est à 29,96 de l'heure. Occasionnel n'a pas de benefits, n'a pas de croix bleue et tout. Ça fait que le salaire de l'heure est un peu plus haut. Mais si vous voulez avoir les benefits, les vacances, la croix bleue qui vient avec le travail, temps plein ou temps partiel, le salaire d'entrée est de 27,52. On plafonne à 33,40 quelque chose après 5 ans de service. Ça fait quand même intéressant le niveau de salaire pour la très courte durée de formation. Il y a de la possibilité de s'avancer. Je suis paramédic de soins primaires. J'aurai la possibilité de m'avancer en soins avancés, qui est un autre cours, un champ de pratique encore plus diversifié, puis des prises en charge encore plus poussées qu'un paramédic de soins primaires qui est disponible à prendre. Puis il y a une implication en éducation, bien sûr, que ce soit autant au collège ou que ce soit juste au sein de Ambulance Nouveau-Brunswick ou autre. Il y a beaucoup d'implications en éducation qui est disponible. Sur ce, si vous avez des questions, vous pouvez aller. Moi, je vais changer ma caméra. Je ne sais pas si Jessica, tu veux réapparaître s'il y a des questions pour moi, mais je vais juste me setter de l'autre côté, puis je peux répondre aux questions en même temps de vous montrer un peu mon setup pour vous donner juste une petite aperçu de qu'est-ce qui est notre matériel qu'on peut utiliser. Je vais réouvrir ça qui me sonnait des alarmes tantôt. Est-ce que tu veux faire la démonstration avant ou on va avec les questions au fur et à mesure? On avait-tu déjà fait des questions? Ben moi, j'avais écrit quelques questions là, qu'on pourrait peut-être clarifier. Là. Absolument. OK. Donc, tu as parlé des chiffres. C'est toujours des chiffres de 12 heures, c'est ça? Oui, on a toujours des chiffres de 12 heures. On n'a pas la possibilité d'aller plus long ou plus court. Ben, on a la possibilité d'aller plus long, c'est pas vrai. On peut finir plus tard, mais oui, c'est toujours des chiffres de 12 heures. Donc, essentiellement, si vous débutez à 6 heures le matin, vous terminez à 6 heures le soir, mais vous avez eu un appel à 5h55, tant et aussi longtemps que l'appel n'est pas terminé, la prise en charge n'est pas terminée, vous devez rester sur place et puis par la suite, le chiffre pourrait être terminé. On a un maximum de 16 heures qu'on a le droit de travailler, mais ça peut s'extendre jusqu'à 16 heures de travail, oui. OK. Puis, y a-t-il des fois que c'est des... Oui, Teresa. Oui, je voudrais uniquement vous suggérer d'arrêter de partager l'écran pour voir mieux à Mylène et toutes les choses qu'elle veut montrer. Merci beaucoup. Donc, est-ce que ça arrive, par exemple, d'avoir des chiffres plus courts, des 8 heures ou des 4 heures, ou quand vous êtes en manque de personnel ou des choses comme ça? Ça serait possible. Ça serait une trop longue explication à rentrer dedans. C'est genre de possible, mais en général, non. C'est des quarts de travail de 12 heures. On n'a pas de poste officiel qui fait des chiffres de juste 8 heures comme ça. On a des postes qui vont juste faire des jours,
mais on n'a pas de poste qui fait juste des 8 heures, c'est toujours des 12. Parfait. Puis là, on a parlé de 54 semaines de formation. Donc, on débute en septembre. On peut s'attendre de terminer quand la formation de 54 semaines? Février, début mars, serait le temps de terminer la formation. Donc, nos étudiants vont rentrer en septembre. Ils vont faire une pleine année jusqu'en juin. À leur deuxième rentrée, quand ils vont rentrer en septembre, ils commenceront leur stage 2 semaines après la rentrée. Puis les stages se terminent environ février, dans ce coin-là. Nos stages de 450 heures sous les ambulances, des fois, ça arrive qu'on a besoin de prolonger un peu les stages juste parce que, justement, on ne peut pas contrôler les types d'appels que nos étudiants vont avoir. Puis, on a besoin d'aller chercher un certain nombre de compétences vraiment sur le milieu pratique. Donc, c'est un peu un approximatif, mais janvier, février, mars, ouais. Février, mars, c'est pas mal là que ça se finit. OK, parfait. Aussi, on a parlé de pour l'emploi, il doit y avoir un test physique qui va être fait, mais est-ce qu'il y a des cours de préparation d'éducation physique dans la formation? Pas au collège, non. On a un gym au collège qui est accessible aux étudiants gratuitement. On encourage fortement nos étudiants d'aller au gym le temps de leur formation. On a accès aux tests physiques, aux étapes du test physique pour préparer les étudiants à ça. Donc, c'est toutes des informations qu'on peut partager avec l'étudiant, puis lui, de lui-même, peut aller au gym puis de se pratiquer à lever les poids nécessaires pour passer le test physique. Mais on n'a pas de cours attachés à ça comme tel, non. Puis la dernière question que moi j'avais écrit, c'était qu'arrive-t-il si tu passes pas l'examen national là, du premier coup? 3 tentatives pour passer l'examen. Après la 3e tentative, dépendamment, le PANB, notre association, peut accorder une 4e si il y a preuve de formation supplémentaire qui a été faite. Mais après c'est 3 tentatives, puis après ça, c'est du cas par cas. Puis est-ce qu'une personne qui n'a pas terminé son examen, est-ce qu'elle peut quand même travailler ou elle ne peut pas du tout travailler? Non, pas du tout. OK. Le cours de paramédic, le diplôme, le certificat en soins paramédicaux primaires n'est pas utile s'il n'y a pas la licence attachée pour le droit de travail. OK, parfait. Donc, moi, c'est ça qui étaient les questions que moi, j'avais écrites. Si les personnes qui écoutent présentement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire soit dans la conversation, soit dans le Q&R. Puis, Mylène va continuer sa présentation. Puis, si on voit d'autres questions, on va vous les poser. Moi, juste signe parce que je suis rendue un peu loin de mon ordinateur. Ça fait que s'il y a des questions, laisse-moi savoir. Mais ça, c'est nos mannequins qu'on travaille avec à l'année longue. Ils ont plein de fonctions super utiles dessus. On peut aller connecter le rythme cardiaque. Là, je sais qu'on est loin un peu, mais la première ligne que vous voyez sur le top ici, qui bouge en continu, c'est l'électricité du cœur. C'est une autre affaire que nous, on apprend à analyser pendant notre cours. Ça fait qu'on peut brancher ça sur nos mannequins, on peut changer les rythmes cardiaques pour justement pousser les élèves à analyser vraiment qu'est-ce qui se passe au niveau du cœur, au niveau de l'électricité du cœur. On a nos moniteurs, c'est les mêmes qui sont présentement en fonction avec Ambulance Nouveau-Brunswick. Ça fait qu'au niveau du collège, on essaye de garder le plus réel ou le plus proche possible de tout ce qui se passe avec Ambulance Nouveau-Brunswick, puisque c'est lui notre employeur principal, pour essayer de diminuer le choc de notre étudiant du collège à vraiment sur le marché du travail. Ça fait qu'au niveau de l'équipement, c'est toute la même chose. On a une fonction éducatrice sur notre moniteur qu'ils n'ont pas sur les moniteurs d'Ambulance Nouveau-Brunswick pour vraiment pratiquer notre étudiant à utiliser qu'est-ce qu'on appelle un ballon masque. Quand nos patients sont plus capables de respirer efficacement par eux-mêmes, nous, on est capable de prendre en charge la respiration du patient avec qu'est-ce qu'on appelle le ballon masque. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il y a un petit cercle qui va se gonfler
quand moi j'appuie ici. Puis c'est vraiment pour entraîner nos étudiants à ne pas pousser trop de volume dans les poumons. Si vous regardez un peu d'émissions médicales, ces trucs-là sont souvent mal utilisés. Ils vont peser là-dessus à 2 mains, super fort, super vite. Ventilation pulmonaire, c'est quelque chose qui est assez délicat, assez doux. On veut pas gonfler les poumons trop vite ou trop fort ou avec trop de volume. Ça fait que cette fonction d'éducation-là est quelque chose de super, super utile pour vraiment bien développer une compétence quand même assez simple, mais très, très vitale pour la prise en charge de nos patients. On a aussi le tube qui se trouve dans la bouche, donc pour la prise en charge vraiment de nos respirations, on a qu'est-ce qu'on appelle des eye gels. Ça fait que c'est un dispositif qui vient se placer juste au-dessus de la glotte pour bien boucher l'œsophage avec ce bout-là. Puis l'air qui sort du trou juste ici va vraiment bien se diriger dans la trachée. C'est assez récent, ce dispositif-là, assez récent, genre une dizaine d'années. C'est super pour la paramédecine. C'est tout du gel qui vient vraiment se mouler avec la chaleur du corps du patient. C'est super facile à insérer. On a vraiment juste besoin de le pousser dans la bouche du patient en maintenant la langue, pas qu'elle s'en va dans notre chemin. Puis ensuite, on peut aller brancher notre BVM puis vraiment confirmer qu'on est très bien après de ventiler le patient. On a reçu une question dans oui. le chat. Donc, la question, c'est est-ce qu'on peut faire le cours en ligne? Non, il n'y a pas de cours en ligne. Ça a changé un peu en ligne dans le temps du COVID par obligation. Mais il y a tellement une grosse partie pratique attachée à notre cours que le mode en ligne n'est pas adéquat pour un cours en soins paramédicaux. Il y a certaines fois, c'est que vraiment du cas par cas, qu'il y a une tempête de neige, le collège est fermé pour X raisons, on va basculer nos cours en ligne juste pour continuer de bien avancer dans notre progression de matière, mais majoritairement, c'est tout du présentiel parce qu'on va faire un 20 minutes de théorie en classe, puis après ça, ça va être OK, on s'en va appliquer cette 20 minutes de théorie-là en lab, on va vraiment pratiquer les principes qu'on vient d'apprendre. Ça fait en ligne, pas tant. Puis la prochaine question, je vais la répondre, là. Est-ce qu'il reste des places pour septembre 2024, là? Évidemment, il reste beaucoup de places pour septembre 2024. C'est pour ça qu'on prend la peine aujourd'hui de vous parler de cette profession-là. Si vous êtes Canadien, résident permanent, vous pouvez faire admission sur le site web de admission.ccnb.ca. Donc, Teresa va placer le lien dans la conversation. Vous pourrez juste cliquer sur le lien pour faire votre demande d'admission si cette profession-là vous intéresse. Je peux continuer sur mon explication? All right. So, sur nos mannequins, on est tous contrôlés vraiment sur des petites tablettes que c'est moi qui ai le contrôle de tout. Ça fait que dans un scénario vraiment pour avoir une prise en charge la plus réaliste. Je peux faire parler le patient, je peux changer les bruits respiratoires. Jessica, tu ne me laisses pas savoir si le son est bon, mais je vais essayer de vous démontrer qu'est-ce qui serait un bruit anormal au niveau de la respiration. Puis là, je parle beaucoup de respiratoire parce que c'est comme un peu ma partie préférée à parler de, mais bon. Si vous avez des questions sur d'autres systèmes, gênez-vous pas parce que moi, je pourrais parler de ça pour un peu trop longtemps. Bref, il y a quelque chose qu'on appelle du stridor, qui est une obstruction des voies respiratoires supérieures. Si vous connaissez déjà qu'est-ce qu'un choc anaphylactique, une réaction anaphylactique, c'est le bruit qu'on essaie d'aller entendre pour aller donner notre épinéphrine pour vraiment renverser l'état du patient. Donc, nos mannequins, on peut pratiquer les sons pulmonaires. Et le son ne doit pas être super, hein? Non, c'est ça, je pensais. Et je l'ai. OK. Moi, je l'entends très bien, ça fait que je vais le baisser parce que c'est pas vraiment un beau son à entendre. Puis, je vais vous sauver la misère de m'entendre faire un stridor pour aujourd'hui. Mais bref, je voulais juste vous dire que
sérieux, nos mannequins sont super. On peut pratiquer notre auscultation, comme que je disais dans la liste des frais associés, un stéthoscope, qui est un outil super important pour nous, pour aller écouter les bruits pulmonaires. Nos mannequins sont capables d'en faire. On est capable d'aller écouter leur haut-parleur qui est dans eux pour aller pratiquer notre oreille à développer une écoute pour ces sons-là qui sont un peu particuliers quand on les écoute avec un stéthoscope. Je peux continuer à parler? Sinon, avec notre moniteur également, au niveau des rythmes cardiaques, on peut aller brancher qu'est-ce qu'on appelle un 12 dérivé qui va aller prendre une photo vraiment de l'électricité au niveau du cœur, mais sur plein de différentes vues pour vraiment essayer d'identifier, nous autres, la façon qu'on s'en sert, c'est pour identifier où serait l'attaque de cœur dans le cœur spécifiquement. On peut faire une attaque de cœur à différents endroits. Si c'est dans la partie de la cloison inférieure du cœur, ça apporte une prise en charge particulière pour nos patients, une prise en charge différente pour faire sûr de ne pas nuire plus à la condition du patient. Ça fait que notre prise en charge change un peu. On peut voir nos 12 dérivés là-dessus. On se pratique aussi énormément entre nous autres. Ça fait que c'est un autre petit point, là, c'est que la bulle personnelle a besoin d'être... On respecte, là, évidemment, là, s'il y a quelqu'un qui dit non, non, c'est non, là. Mais en général, c'est le fun de se pratiquer entre nous pour vraiment expériencer qu'est-ce que nos patients expériencent vraiment en tant que patients. Soit on va vraiment essayer notre matériel, essayer les chaises dans les escaliers au collège, essayer les 12 dérivés entre nous, vraiment faire des attelles. On a plein d'équipements au niveau de immobiliser une fracture vraiment qu'on peut essayer entre nous pour voir qu'est-ce qui est le sentiment de l'avoir sur nous autres. Ça fait que quand on est rendu à l'installer sur un patient, on peut bien l'expliquer comment est-ce qu'il va ressentir chacune des étapes. Là, je vois le temps qui commence à terminer, là. Donc, moi, je suis-tu correct de donner le mot de la fin? Ou en as-tu d'autres questions? On termine ça? All right. So, en gros, il reste vraiment de la place pour des inscriptions en septembre 2024. C'est une job super intéressante, super dynamique. On bouge beaucoup. Là, je m'efforce de rester dans le cadre, là, mais j'ai quand même assez d'énergie en classe. C'est pas une formation qui est plate. C'est tout le temps du nouveau à tous les jours. C'est une job qui fait une grosse différence dans la communauté. C'est quand même assez court comme formation. Ça fait que si l'université, c'est quelque chose que vous avez essayé ou que ça vous tente même pas d'essayer à cause que ça a l'air terriblement long, puis il y a des cours qui ne servent pas trop à grand-chose, paramédecine, c'est super intéressant, super le fun, super dynamique. Ouais, inscrivez-vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Mylène, d'avoir partagé tes connaissances, d'avoir partagé toute l'information CCNB carrière. C'est vraiment intéressant qu'on puisse mettre la main sur ces deux informations-là. C'est certain que on est intéressé à vous avoir chez nous, mais si vous avez encore des questions, vous n'êtes pas certain, vous n'êtes pas sûr dans quel domaine vous devriez y aller parce que la paramédecine, c'en est une, mais il y a plein d'autres programmes aussi en santé. Donc, si on vous est les avez meilleurs, mais c'est correct, là. Et si vous avez des questions face à la demande d'admission ou même juste par rapport au programme en général, vous pouvez toujours nous envoyer vos questions à info@commercialccnb.ca, puis on va s'efforcer de vous répondre par rapport aux questions que vous aurez. Donc, on va vous remercier beaucoup d'avoir été présent aujourd'hui en espérant que ça a su répondre à vos questions par rapport à la profession de paramédecine. Merci.